Et allez, on y va. Bonne soirée à tous. Merci à ceux qui sont déjà là et merci à ceux qui vont regarder ce stream plus tard en différé sur YouTube, sur la chaîne Erdorine donc. Mais ça, vous le savez déjà puisque vous êtes probablement sur la chaîne si vous regardez le truc plus tard. Voilà. Bon. Ce soir, le concept, donc, alors déjà, le concept un petit peu de ces live streams, c'est j'écris du jeu de rôle en direct, sauf que là, c'est un petit peu le dernier stream de l'année, donc on va faire les choses un petit peu différemment. Je vais vous montrer les 2-3 trucs que j'ai écrits entre le stream d'il y a 2 semaines et celui d'aujourd'hui. Et puis, je vais surtout revenir un petit peu sur cette année d'écriture en streaming pour voir un petit peu d'où je partais, où est-ce que je suis allé, et puis vous dire un petit peu où ça, essayer de voir un petit peu où ça va aller ensuite. Victor Dupire, merci à toi d'être venu, fidèle au poste à ce que je vois. J'espère que tout va bien pour toi. Donc Victor, c'est quand même un petit peu un des piliers des lieux. Alors j'espère qu'il y aura un petit peu de monde ce soir. J'ai lancé quelques invitations à gauche à droite pour essayer notamment de voir si Axel, Alicia, Etias vont passer, parce que ça serait intéressant de discuter aussi avec eux vu qu'ils sont quand même parmi les contributeurs les plus actifs de ce stream. Voilà. C'est pour ça que là je commence un petit peu doucement. Je sais déjà que l'ami Imaginos m'a déjà annoncé qu'il aurait un petit peu de retard. Donc lui c'est probablement le lurker le plus célèbre, le plus assidu de ce stream. Il ne réagit pas, mais il est présent, je le sais, je le sens, je sens sa présence. Est-ce que vous êtes parmi nous, Imaginos ? Qui est toi patron, ça roule. Écoute, ça va plutôt pas trop mal. Cette année se termine... Alors elle se termine pas forcément plus mal qu'elle a commencé. Je suis toujours au chômage partiel, mais j'ai toujours mon boulot à 50% d'archiviste, qui est quand même assez prenant et assez intéressant. Là d'ailleurs, en ce moment au boulot, on a un chercheur qui vient faire des études sur la décolonisation, l'indépendance de la Namibie à la fin du XXe siècle. Sujets quand même qui sont assez intéressants, en tout cas pour moi qui suis historien, c'est des choses assez passionnantes, et bien visiblement ils sont très contents de ce qu'ils trouvent, donc je me dis que en fait mon boulot il est pas totalement inutile, donc c'est chouette. Axel est là, yeah, salut petite sœur. Mieux-route tout le monde. Ou alors je crois que tu veux dire miaou tout le monde, je pense. Hein. J'essaye de traduire du Axel avec les doigts qui se sont emmêlés. Là, comme c'est le dernier stream jeu de rôle de l'année, je me permets une bière. Alors généralement, je bois pas le jeudi. Enfin, pas de bière en tout cas. Alors, donc voilà, les choses en plus. Bon, là j'ai quand même la satisfaction de voir que au niveau emploi pour un graphiste, il y a quand même du monde. Alors il n'y a pas beaucoup de monde qui répond positivement, ça c'est un petit peu le défaut, mais vous savez, je pense que c'est un petit peu comme ça partout. Quand vous êtes au chômage, vous êtes censé faire de la prospection, vous êtes censé répondre à des offres d'emploi, et j'ai pas vraiment trop de mal, depuis d'ailleurs le début de l'année, à trouver des offres d'emploi qui correspondent à mes différentes capacités de mise en page, de graphisme, de vidéo, de photos. Donc j'arrive à trouver des postes qui correspondraient à mes compétences. Alors évidemment après il faut que les gens soient aussi intéressés par mes compétences. Et là pour l'instant ça pêche un petit peu, mais j'ai pas mal de trucs sur le feu qui sont potentiellement intéressants. Non, on va voir comment ça va se développer. Ça serait pas mal. J'ai d'autres trucs un petit peu à gauche à droite, donc j'ai de quoi m'occuper. Même si je dois quand même avouer qu'une grande partie de mon occupation, ça s'appelle World of Tanks, d'autant qu'il y a les opérations des fêtes maintenant, c'est-à-dire qu'il y a entre tout le mois de décembre et début janvier, il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de cadeaux, il y a plein de bonus, c'est un petit peu
La fête à la saucisse chez World of Tanks. Alors après, c'est aussi la fête à la saucisse dans les parties, parce que il y a plein de joueurs qui reviennent exprès pour les OP des fêtes, et ils font n'importe quoi. Donc des fois, on a des parties où c'est vraiment assez spectaculaire dans le nawak. Mais bon, ça fait partie, on va dire, du charme de la période. Après, on se fait plein de pognon in-game, donc c'est pas plus mal. Nerd, oui, complètement. Je te rappelle qu'ici, dans un stream qui parle d'écriture de jeux de rôle. Donc, déjà au niveau de nerditude, et en plus, j'ai mon t-shirt ElfQuest, hein, voilà. Donc, revendiqué, mais à fond. Voilà, donc en attendant que les gens arrivent, donc que je me lance un petit peu pour vous dire un peu une sorte de bilan de cette année. Oui, non, mais là je suis. Oui, non, là j'ai la bière, j'ai le truc, cliché vivant. Oui, c'est vrai. Honnêtement, je pourrais avoir des lunettes en monture d'écaille, un polo Lacoste, et puis une barbe bien taillée, et je ferais complètement bobo parisien, qui se dit, oui, voyez-vous, en fait, Donjons et Dragons, oui, c'était pas mal, mais maintenant je suis passé à Apocalypse World, c'est quand même plus intéressant. Ouais, bon. Après, les gens médisants diront que à peu près tout est plus intéressant qu'un non-frais en images. Oh là. Oui, oh là, t'es brutal là quand même. Hein. Le fameux Michel, on ferait mieux de se taire, oui. Lui, il est gratiné. J'ai lu un de ses bouquins une fois. C'était assez spectaculaire de mauvaise foi. Même pour moi qui suis agnostique, il a été particulièrement... c'est assez spectaculaire sur la mauvaise foi qu'il pouvait déployer sur la question de la religion. Assez impressionnant. C'était son fameux traité d'athéologie. Fameux dans le sens infamous en anglais. Je le recommande pas. On croit que c'est probablement l'un des bouquins les plus inoffensifs d'Onfray dans le genre. Au moins, il était pas en mode full facho. C'est déjà un bon début. Alors, pouf. Je vais quand même ramener un petit peu de lumière par ici pour l'autre caméra. Parce que là, on va passer en mise au point caméra 2. Bum. Donc en fait, au niveau des... donc là, il y a 2 semaines, j'avais fait... oui, mes mise au point caméra 2. J'avais quand même fait des trucs sur la création de personnages, sur l'idée c'était de rajouter les atouts culturels dans les cultures, justement. Donc d'imaginer des atouts type que les joueurs pourraient ramasser pour leur personnage. Mathias a fait pas mal de commentaires sur la vidéo, il en a suggéré quelques-uns que j'ai trouvé assez intéressants. Donc là, typiquement, dans les atouts culturels pour les Eldar, j'avais mis le souhait les corps. Alors encore que le souhait les corps, alors je pense le garder en atout culturel, mais ça pourrait typiquement être aussi un atout de peuple. Après, il faut voir que ça, c'est des indications. C'est pas non plus... Quasiment tout dans les personnages sont des questions de choix personnels. Et si tu veux les... Non, Aglarine, c'est de moi. Non, attention, Axel. Hein. Donc, à partir du moment où tu veux le mettre sous un peuple, sous une culture, ça dépend juste l'accent, sur quel accent tu veux mettre l'atout. Alors, l'Aglarine, effectivement, c'est la réputation du personnage, c'est un concept considéré comme une forme de monnaie d'échange, voilà. Un personnage avec un haut score d'Aglarine obtiendra plus facilement des faveurs, donc il y a aussi les clans. Bon, le truc, c'est que vous voyez assez rapidement qu'il y a un certain nombre de ces atouts qui se recoupent. Typiquement, entre Aglarine, clan, on est un peu dans les mêmes trucs, mais c'est pas très important. C'est juste un petit peu de comment tu mets les choses. Là, dans les clans stellaires, qu'est-ce que j'avais fait? Donc la nomade, beaucoup voyager. Là, typiquement aussi, nomade, c'est un atout qui peut être tout à fait utilisé pour une autre culture. Mais c'est typiquement, là, on parle de clans stellaires, donc de gens qui vivent soit dans les stations spatiales, soit dans des vaisseaux. C'est un petit peu normal qu'ils aient effectivement ce côté nomade.
C'est pas bien grave, ça vient de deux sources différentes. Oui, exactement. Il y a aussi Nomade, il y a aussi Cosmopolite qui peut rentrer dans la catégorie. Sauf que Nomade a vraiment l'idée du voyage, alors que Cosmopolite, c'est peut-être plus un truc qui pourrait être, je vis dans une ville où il y a beaucoup de gens qui viennent. Alors typiquement, même si j'ai quasiment pas vécu ailleurs qu'à Genève, je peux presque me considérer comme cosmopolite parce que à Genève, il y a pas mal de mentalités, de nationalités, de cultures différentes. Avec en plus le fait que je travaille pour une organisation internationale, désolé pour les zooms et les dézooms, c'est encore ma souris qui fait des siennes. Non, c'est surtout mon doigt qui passe sur les endroits de la souris. Donc, pouf pouf, pour les Européens, on avait fait... t'as un atout pour les stellaires? Ouais, bah vas-y, dis, envoie, fais péter. Ça vient de Gundam, ok, pourquoi pas, oui, bah ça fait sens, hein. Après tout, Gundam, on est un petit peu dans le thème des populations stellaires, hein. Je pense qu'on pourrait aussi gratter du côté de The Expanse, du côté des Belters pour avoir ça. Si c'est avoir un vaisseau qui peut tirer plein de missiles, ça vient pas là-dedans. Et je crois que c'est même pas du Gundam, c'est du Macross. Je leur avais donné un nom d'ailleurs, je me souviens plus, c'était le nom de l'animateur qui avait créé cet effet des vaisseaux qui tirent 1 milliard de missiles. Alors très bon pilotage spatial, astronavigation, mais par contre pas doué en atmosphère, ils y comprennent rien. Oui, alors effectivement, ouais, ça alors quelque part ça, moi je dirais pilote, ouais. Bon, je dirais navigation stellaire, les nuages de missiles, c'est de Macross. Ouais, je me semblais bien. Et je me souviens plus quel était le nom de l'animateur qui était responsable de cette imagerie, mais c'est grosso modo, j'avais imaginé que évidemment la Dame de Fer, hein, les pirates les plus débiles de l'histoire, avaient eu l'idée de faire la même chose. Alors ça n'a absolument aucun sens économique. Mais avoir un vaisseau cargo que tu remplis jusqu'à la gueule de missiles et tu tires tout d'un coup, tu satures l'espace de missiles, ça n'a absolument ça coûte une fortune, tu vas peut-être toucher quelque chose, tu vas probablement toucher quelque chose que tu voulais pas toucher, tu vas te faire plein d'ennemis, mais l'effet est cool. Voilà, ça c'était typique. Je me souviens plus, je crois. Je me souviens plus comment c'était. Alors, poup. Je vais les chevaux. Mordaka. Ils en parlent sur comment ça s'appelle, sur TV Tropes, mais j'arrive pas. Itano, oui voilà, c'est des Itano. Alicia fait un gros bisou, elle va dormir. Ben, gros bisou à elle aussi. Et bonne nuit Alicia donc. Après, le truc, c'est que des choses comme ça, les atouts, il y a aussi un truc qu'il va falloir régler, c'est que c'est forcément quelque chose de positif. Si je mets un élément négatif dans la description, ça va pas avoir un impact au niveau des mécaniques de jeu. C'est ce que j'entends par là. Ça c'est une question de mécanique. Donc alors après bouf, je crois que sur les Européens j'avais rien fait. Voilà. Après pour les Américains, le rêve américain, deuxième amendement, survivalisme. Je crois que puis business, non, ça c'était quelqu'un qui avait suggéré ça dans le chat là il y a 2 semaines. Soviet, je crois que j'avais rien rajouté. Alors pour les Highlanders, il y en avait un certain nombre. Oui, bon, tradition militaire, service secret, dissident, qui n'est pas incompatible avec les précédents. Bureaucratie, ça effectivement on en avait parlé aussi. C'était quelqu'un dans le chat qui l'avait proposé. Peut-être 46 and 2.
Cosmopolite, Trafic en tout genre, Arcane. Oui, j'ai juste rajouté des trucs là-dedans, mais Coolman aussi, c'était un truc, je crois que c'était 46 ou Victor qui l'avait proposé. Je ne me souviens plus. Oui, mais c'était au niveau des... Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai à rajouter au niveau des peuples et pas des cultures. Ah, c'était toi, Victor, ouais, ok. Là, j'ai rajouté un petit peu les Carlan. Carlan Visandry, donc c'est les Carlan de base. L'officier, le personnage, c'est plus ou moins l'équivalent de clan, influent, whatever. Donc le personnage a une influence, il a des contacts. Et le service diplomatique, c'est un petit peu le côté espion du personnage. Pouf pouf. Alors, j'ai rien rajouté depuis, et je pense qu'en fait, c'était sur sur les peuples que j'avais rajouté. T'as plein d'idées dont un terrien. Alors, hop. L'honneur, mais comme vertu sociale, un peu comme le pendant Eldarin, que tu veux dire comme le... Ouais, bah écoute, c'est une variante de la Glarine, effectivement, on peut... après, je sais pas trop pour quel genre de culture ça peut vraiment avoir un impact, comme ça. Le truc qui te permet d'avoir un truc à échanger ou dépenser vis-à-vis des autres. Oui, c'est juste que tu mets ça en avant. Effectivement, c'est un truc qui pourrait aller, par exemple, pour les Carlaniandri, assez typiquement. Highlander, bien sûr. Alors non, je suis pas. C'est pas dans ma vision des Highlanders. L'honneur, non, c'est pas forcément une valeur qui est très très. Alors ça, le patriotisme américain, oui, mais ça, je pense que ça rentre déjà dans les trucs. Pouf pouf. Alors attends, je vais revenir là-dessus. On va ouvrir le propriété. Ah, ça serait bien si je cliquais sur le bon. Propriété. Capture de l'application, non capture de fenêtre, et tu me captures la fenêtre des peuples. Écoute, de toute façon, c'est des choses dont on peut discuter ensuite. Je pense que... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah, PDF, oui, non, je suis pas sur le bon, évidemment. Évidemment, je suis un peu con, moi. Désolé, hop. Pouf. Transition, bim, bah ça a déjà été fait. Oui, mais ça, c'est des choses qu'on va pouvoir rajouter par la suite. L'idée, c'est déjà de poser un certain nombre de bases. Et donc, pour les peuples, tac. Est-ce que j'en ai mis des atouts? Ouais, je crois que il y en a quelques-uns chez les Siani. J'en ai mis chez les Siani. Voilà, donc t'as les Snivels, souci du détail, la procédure, c'est la procédure. Et pour les Siani, ah non, je l'ai pas encore mis. Il y avait un truc que suggérait Mathias, c'était le côté truc de mammifère. C'est-à-dire quand le personnage subit un truc, une attaque ou un machin social ou un bidule, en fait la personne en face pense qu'il est un mammifère et agit comme si c'était un mammifère. Alors, évidemment, ça va pas marcher si la personne en face est un Sian. Mais effectivement, la personne qui pense attaquer ou mettre dans le personnage Sian dans l'embarras, en fait, il fait quelque chose qui marche pas sur les Sian. Ça peut être assez rigolo. Je ne l'avais pas rajouté là, mais effectivement... On va le rajouter maintenant. Tac, c'est bien ça. Ok. Truc de mammifère. Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment fonctionne un Sian et s'obstine à utiliser des astuces qui ne fonctionnent que
sur les mammifères. C'est cocasse. Voilà. Ah, Imaginos me signale qu'il est arrivé. Eh bien, bienvenue à toi. Même si je sais que tu ne réponds pas. Oui, mais quoi? Axel, je sens que tu as tu as un truc à dire. Le chat publie pas tout, j'écris trop vite. T'écris peut-être trop vite parce que moi alors autant je vois le chat à l'écran, mais je le vois également sur ma fenêtre, sur mon retour YouTube Studio. Donc en théorie, à moins que t'aies... Le souci des fois, c'est une question de contexte. Faut peut-être pas oublier qu'il y a aussi un petit décalage et que moi je suis peut-être déjà passé à autre chose au moment où tu fais une remarque et du coup j'ai pas le contexte. Censure, alors ça dépend, normalement non, et je crois que en fait plus précisément s'il devait y avoir censure, je pense que j'aurais vu une mention, mais voilà. Après, on n'est jamais à l'abri d'une... faut pas que j'oublie que je regarde la bonne caméra. On n'est jamais à l'abri d'une connerie de YouTube. Hein. Faut pas oublier quand même que c'est Google derrière et que c'est pas les derniers pour faire des bêtises. Donc, voilà. C'est quoi là derrière? Ah ouais, c'est bien mon choix. Je le décale un peu. Un instant, bougez pas. On va faire ça comme ça, voilà. Comme ça, le tube LED, il est quand même dans ma tronche. On va le bouger. Non, on va le bouger comme ça. Voilà. Pif, paf, pouf. Tu ne vois pas mon dernier message visiblement. Alors, écoute, les messages que j'ai vus, tu disais mais oui, pour les Carlan, c'est parfait. Les maths, ah oui aussi. Oui, mais le chat publie pas tout, j'écris trop vite, censure, je ne vois pas mon dernier message visiblement. Non, bah dis. Alors, je sais pas lequel est ton dernier message dans le tas, mais à première vue, non, je ne le vois pas. Je ne vois pas certains messages. Alors ça, c'est assez bluffant. Ce qui est quand même assez fou. Ah, attends. Ok, tous les messages. Oui, attends. Oui, voilà. Là, ok. Non, mais alors je viens de remarquer que sur... Non, mais je viens de remarquer un truc à la con. C'est que sur l'interface machin, là, il y a une option pour dire chat en direct. Il y a chat en direct et puis il y a top chat. Certains messages comme les spams potentiels peuvent être masqués. Et effectivement, il y a des trucs qui étaient masqués. Le coup d'effectivement mettre un coup de pied dans les organes génitaux d'un Science. Bah oui, effectivement, typiquement, ça c'est le genre de truc, ça marche pas. Il y avait ça aussi dans Babylon 5, il me semble qu'il y a eu, il y a un moment où effectivement il y a un coup de pied qui part là où il faut pas et qu'ensuite on explique qu'il faut taper sous les aisselles pour avoir le même effet. Et je crois dans un autre truc, mais peut-être Galaxy Quest, mais j'en suis pas sûr. Tu ne vois qu'une histoire de censure. Non, il y a un réglage. Alors après, il faut que je vois si ce réglage, je peux pas non plus l'utiliser sur Social Stream parce que visiblement, il y a un truc qui fait que stop all stream, tac, auto-activate. Je regarde un petit peu là. Désolé, je suis en train de régler les bidules pour voir s'il y avait un truc qui manque, mais non. Après, bon, on verra si ça se... Parce que...
tu trouves plutôt l'idée parfaite. Bah écoute, voilà, tant mieux. Alors bah voilà, donc ça c'est un petit peu les trucs sur lesquels j'ai vaguement travaillé. Alors j'ai pas fait grand chose ces temps-ci. C'est ça, trucs physiques et sociaux marchent pas trop sur les sites. Bah typiquement, alors il y avait un truc dans l'ancienne version d'Antigre Volant 3.0, il y avait la notion de difficulté culturelle, qui était que suivant les différentes échelles de culture, il y avait des trucs qui étaient juste pas compréhensibles et ça donnait des malus. Ça reprend un petit peu cette idée. Mais oui, c'est assez typique, quoi. Alors bon voilà, en tout cas pour l'écriture, voilà où j'en suis. Donc là je vais repasser en facecam seul, bim, voilà. Pouf. Donc là je repars sur la caméra 1. Alors, donc revenir un petit peu revenons depuis le début. Depuis le début, quand est-ce que j'ai commencé ces diffusions en direct d'Erdorine, l'air de rien. Parce qu'à la base, en fait, j'avais déjà commencé à faire des séries de vidéos. Mais là, c'était vraiment des vidéos, hein, c'était pas du direct, qui s'appelait Erdorine, l'air de rien, où je faisais une sorte de vlog dans lequel je parlais de cette idée de créer, de refaire Tigre Volant, de refaire Erdorine, et donc de développer de redévelopper un petit peu l'écriture du truc. Et si je regarde le premier Erdorine, le premier live stream à première vue que j'ai fait, ça devait être en juin, le 19 juin. Donc ça fait grosso modo 6 mois. 6 mois que j'ai fait ce stream. Alors j'ai pas compté exactement combien de streams j'ai fait. J'ai pas non plus compté combien d'heures j'ai passé, mais enfin généralement ces streams ils durent entre 1 heure et 1 heure et demie. D'abord c'était toutes les semaines, ensuite ça a été depuis maintenant quelques temps toutes les 2 semaines. Donc si je regarde, je vais quand même vite compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Qu'est-ce que tu m'as fait là? Ivre, virgule. Ah non, mais je suis sur les vidéos, évidemment, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. « 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... » Alors on est sur la 20e quand même, c'est la 20e, donc c'est le 20e live stream que je fais sur ce truc-là. Et alors, à la base, c'était pourquoi ? C'était une question de motivation. On va pas se mentir, depuis maintenant, je dirais depuis Covid en fait, depuis la pandémie, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à réécrire. Et je cherchais un petit peu un moyen pour me pousser. L'écriture, l'univers de Tigre Volant, c'est un truc qui me tient à cœur. Hein, l'univers d'Erdorine, ça, c'est vraiment, c'est mon univers à moi et je veux vraiment faire ça. Et je voulais vraiment réécrire ce truc. Et ça fait un petit moment que je jonglais avec un certain nombre d'idées. J'avais parlé avec Antoine Beugly pour justement refaire les mécaniques de jeu. On avait travaillé sur pas mal de trucs. Je continuais à faire des démos en convention, à présenter ces nouvelles mécaniques de jeu. Et puis on était quand même arrivé, on va dire, au début de cette année, à avoir un proto qui fonctionne raisonnablement bien, en tout cas qui me plaisait. Du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que je commence à réécrire le reste. Parce que, qu'est-ce qu'on a là ? À la base, on a Tigre Volant 3.0, qui est un jeu de rôle que j'ai écrit il y a plus de 20 ans. Hein. Donc, il est sorti en 2006. Donc, l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'il est sorti. Mais ça signifie que j'ai commencé vraiment à le réécrire vers 2002-2003. Et que y a quand même des bouts qui datent d'encore plus tôt que ça, puisque la première version est sortie en 1990, et j'ai tendance à dire que c'est un univers que j'avais dans la tête déjà avant de commencer à faire du jeu de rôle.
Comme j'ai commencé à faire du jeu de rôle en 82, vous voyez, ça fait quand même plus de 40 ans, 45 ans que j'ai des bribes de cet univers dans la tête. Mais voilà, donc Tigre Volant 3 est sorti en 2006, c'est un petit peu la base de cette nouvelle édition, mais c'est donc il y a plus de 20 ans. Et puis le jeu de rôle a évolué. Et puis moi aussi, en fait, j'ai évolué. Et en fait, si Tigre Volant, tel qu'il est sorti en 2006, correspondait très exactement à ce que je voulais à l'époque, je me suis assez rapidement aperçu que d'une part, c'était pas forcément ce qu'il fallait pour l'époque en question. Et puis moi, ça m'a assez rapidement aussi, je me suis aperçu que c'était pas le genre de truc qui me branchait réellement, en fait. Il y a eu pas mal, entre 2006 et 2015, j'ai découvert pas mal de mécaniques de jeu qui étaient super intéressantes. En plus, c'est une période entre 2015 et 2017 où on a bossé avec Antoine sur Freak Squill, le jeu d'aventure, donc l'adaptation en jeu de rôle de la bande dessinée Freak Squill. Et ça nous a permis, en fait, de travailler sur un grand nombre de concepts qui étaient pas habituels. Alors, c'est un petit peu la marque de fabrique de 2D Sans Face, la maison d'édition qui a été sortie Tigre Volant et pour laquelle dont je suis administrateur. Full disclaimer ici. C'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est d'avoir des mécaniques de jeu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou en tout cas des propositions ludiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et de ce point de vue-là, Tigre Volant, c'était pas trop ça en vrai. Je veux dire, on va pas se mentir, une des raisons principales pour laquelle Tigre Volant a été publié, c'est que j'ai posé quelque chose comme plusieurs dizaines de milliers de francs sur la table en disant voilà, je veux que le jeu sorte. Je venais de faire un héritage et fondamentalement, ça me paraissait être un moyen, un bon moyen pour dépenser cet argent. Alors, on va pas non plus rentrer dans les lieux communs, disons que le monde aussi a changé. Oui, ça, merci, on est au courant. Mais en fait, le fait que le monde ait changé n'a pas un gros impact sur l'univers d'Erdorine. D'autant que l'univers d'Erdorine est déjà, dès le départ, une uchronie. J'étais un peu moins riche après, tout à fait. Alors, ça dépend. Après, tu pourrais philosopher sur le fait que, certes, j'ai été moins riche en argent, mais j'ai été plus riche en expérience. Voilà, tu vois le bazar. Mais c'est, si tu veux, j'ai hérité de ma grand-mère. Une somme quand même très conséquente, avec un petit peu dans l'esprit de fait que j'avais pas gagné cet argent. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Déjà, je peux me faire plaisir, je me suis acheté un certain nombre de trucs, certes. Je me suis aussi fait plaisir en disant, voilà, je vais éditer mon jeu, je vais poser sur la table ce qu'il faut, puis en même temps, il y avait Nightcrawler 2e édition qui sortait, et j'ai aussi avancé l'argent pour Nightcrawler. Donc effectivement, il y a une grosse partie de cet héritage qui sont partis dans l'édition de ces deux jeux. C'était officiellement des prêts, mais je n'ai jamais réclamé l'argent, donc voilà. On a un milieu du jeu de rôle qui a pas mal évolué, on a un alias qui a pas mal évolué aussi, enfin, qui a pas mal changé, peut-être dire si c'est une évolution ou non, voilà. C'est l'évolution de Pokémon, tu deviens vieux, ouais, effectivement, c'est pas mal, tu gagnes quoi comme super pouvoir ? Des rhumatismes. Mais surtout, il y avait quand même cette idée de changer les mécaniques de jeu, d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus simple. Là, je veux dire, l'expérience avec Freak Squill, ça m'a appris à aimer des mécaniques de jeu qui sont beaucoup plus basiques par certains côtés. Alors, je sais que les gens qui ont joué à Freak Squill vont probablement couiner quand je leur dis que c'est plus simple.
parce que effectivement, Freak Squill a une proposition ludique qui est difficile à appréhender de prime abord, vu que c'est un jeu où les résolutions se font en équipe et pas individuellement. Et ça, des fois, c'est très très difficile à appréhender. Mais à la base, si vous regardez la création des personnages, il y a pas de caractéristiques, il y a que des compétences, et c'est des trucs, tu décris ton personnage en 3 compétences, quoi. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait. Il y a des caractéristiques, mais c'est quand même assez mineur. Mais voilà, moi ça m'a donné le goût de faire quelque chose d'un petit peu différent. Ça m'a aussi donné le goût, quelque chose que j'avais déjà un petit peu avant, parce que j'avais découvert des jeux comme Fate, comme Hero Wars, comme Apocalypse World, d'avoir des mécaniques de jeu qui apportent un élément narratif ou qui collent en fait à la narration du jeu. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et pour lequel, grâce à Antoine, j'ai une mécanique de jeu qui, de mon point de vue, colle tout à fait à ce cahier des charges. Et du coup, il faut que je réécrive le jeu. Il faut que je réécrive Tigre Volant. Alors, en intégrant ces nouvelles mécaniques, mais aussi en intégrant un nouveau format de livre de base, parce que, de mon point de vue, les livres de base, format A4, 320 pages, blindé de texte, c'est pas le truc le plus gérable qui soit. Pour vous donner une idée, le livre de base de Tigre Volant 3e édition, c'est 1,5 million de signes. Voilà, donc c'est quand même assez gigantesque pour 320 pages. Et puis, en plus, c'est écrit en Corneuf. Enfin, bref, c'est vraiment c'est de la pâte, c'est le festival de la pâte de mouche. Et encore, j'ai fait pire quand j'avais fait la mise en page de Nobilis, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Tu confirmes, Axel. Oui, c'est. Je sais pas. Alors déjà, je vais peut-être m'arrêter là, puis vous poser une question aux personnes qui sont là, qui sont présentes, s'il y a des personnes présentes. Oui, il y a quand même un petit peu de monde là. Vous, au niveau jeu, est-ce que vous avez vu passer récemment des propositions ludiques qui vous ont bluffé, vous vous dites, ah ça c'est vraiment cool comme mécanique. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez découverts? Est-ce que vous connaissez déjà des trucs justement comme Apocalypse World ou des choses comme ça? Oui, les Champs de l'Os, JDR a moins de signes que ça en 3 livres. Oui, ça c'est, mais c'est écrit beaucoup plus gros. Je crois que tu dois être en 10-15 ou quelque chose comme ça. Core 10, 15 d'interlignage, voire même plus. T'es peut-être même à 11, je crois. Mais oui, c'est un peu normal. Puis t'as beaucoup plus d'illustrations. T'as vraiment une mise en page qui est beaucoup plus aérée. Moi, c'est vraiment du full pavé, quelque part. C'est quelque chose que je ne fais plus, même quand j'ai fait la mise en page d'ailleurs de la campagne, je me suis efforcé justement d'avoir, qui est quand même aussi pas mal dense, je me suis quand même efforcé d'avoir une taille de caractère et des interlignes un peu plus lisibles. Oui, que ça soit facile à lire, et Alicia a fait une mise en page aérée. Oui, mais Alicia est très douée pour ça. Pas de problème, elle a fait vraiment un super boulot graphique là-dessus. Bon, l'objet est vraiment magnifique. Les Champs de l'Os, pour ceux qui l'ont vu, voilà, ça claque quand même bien. Je sais pas, Victor, toi qui fais du jeu de rôle, toi qui connais Tigre Volant, est-ce que toi tu aurais des jeux auxquels tu joues régulièrement? Tes derniers mots en jeu de rôle, c'est en 2010 et 2015. Ah oui, effectivement. Remarque, moi, j'étais pas loin non plus, parce que Fate, Apocalypse World et compagnie, et Hero Wars, c'est encore plus ancien. C'est à peu près dans les mêmes années, Pas pour un système de jeu, pour des idées mécaniques à piocher. Oui, c'est souvent le cas. J'ai tendance à dire, si vous voulez faire un jeu de rôle, vous commencez par pomper, ensuite vous changez les noms. Et après, voilà, c'est fondamentalement, tu prends un truc et tu lumes les numéros de série, et puis ensuite on commence à discuter. Il faut pas en rester là, bien évidemment, parce que autrement ça fait quand même un peu désordre, ça va finir par se voir. Mais ouais.
Ouais, Apocalypse World & Co, c'est une mécanique que je trouve très intéressante pour des jeux à archétype. Parce que fondamentalement, tu choisis ton archétype, tu as un certain nombre de moves, un certain nombre de manœuvres que tu veux faire avec, et qui collent à l'archétype, et ça marche raisonnablement bien. Apocalypse World, il a ce côté assez surprenant. Moi, j'avais lu la 2e édition, que en fait, quand tu lis le truc, t'as l'impression que c'est quelque chose qui est super dirigiste, qui dit le meneur de jeu il peut faire ça, le joueur il peut faire ça. Tu dis mais attends, ça limite énormément, et en fait quand tu y réfléchis, tu t'aperçois que ce sont quasiment les trucs que tout le monde fait de toute manière. Tu sors pas beaucoup de ces créneaux là. Donc oui, c'est restrictif, mais en vrai il n'y a pas grand chose. Déjà, il n'y a rien qui te dit que tu peux pas faire autre chose. Déjà. Voilà, donc t'es... C'est vrai qu'il me semble que Open Range, alors Open Range il prédate quand même pas mal les Champs de l'Os, et non, en fait c'est quand même assez proche, hein, oui, de ce que je me souviens. Mais voilà, donc le truc c'est qu'avec Tigre Volant 3, alors Open Range c'est après, mais oui et non. Oui, la version 2, parce que moi je me souviens d'une fois où on avait fait une convention je sais plus où, et je me suis retrouvé avec des autocollants Open Range partout dans mon quartier à l'époque où j'habitais encore à Honnay. Donc ouais, mais c'est vrai que t'as fait aussi plusieurs versions. Mais bon, pour en revenir à cette réécriture, en fait, quand j'ai commencé le live stream, je me suis dit, on va partir des fichiers de la 3e édition. J'ai encore les textes, hein, j'ai encore tout, j'ai le texte mis en page, j'ai tout le bazar. Donc je vais repartir des textes de la 3e édition, et puis je vais éditer ça, je vais couper dans le gras, etc., etc. Et assez rapidement, je me suis aperçu que c'était pas la bonne méthode. Et en fait, très rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire de l'écriture from scratch de ces textes-là. Il y a mélanger un système classique avec des mécaniques narratives, ton Graal personnel, c'est ce que tu préfères. Oui, je comprends. Alors moi, c'est justement, moi, je suis sorti du système classique, mais tu y viendras, petit scarabée, tu y viendras. Donc oui, là il y a quand même un certain nombre des on a Victor qui nous dit t'es resté sur du old school Bitume, Warhammer, Shadowrun. Je participe parfois à des concours. Ah oui, le 3 fois forgé, c'est très très bien. Alors les le défi 3 fois forgé, il y a des trucs très bien. Old school Bitume. Alors je crois, est-ce que je l'ai encore derrière là? Parce que je dois encore avoir quelque part une des toutes premières éditions de Bitume, que j'avais acheté à Croc lui-même à l'époque où il hantait les magasins de Arcueil, je crois. Arcueil ou Cachan, je sais plus. C'était sur la ligne du RERB en tout cas, mais il était assez souvent là-bas. Et c'est comme ça en fait que je l'ai rencontré, qu'on a discuté. C'est assez, alors c'est cool, oui. C'est pas mal limité quand même. Il y a eu un certain nombre de trucs. D'ailleurs, si tu as le premier supplément de Bitume, le tout premier, tu verras qu'il y a mon nom un certain nombre de fois dedans. En tout cas, dans les pas mal de trucs que j'avais envoyés. Alors, vous voulez savoir les 2 JDR qui ont pété ma vision de JDR en termes de mécanique et de théorie du gameplay? Vas-y, fais péter, on est là pour ça. Pour l'instant, je vais voir si je trouve cette vieille version de Bitume, tiens.
serait là? Est-ce que ça serait là? Est-ce que ça serait là? Non. Nope. Nope. Alors, Mage et Legend of Five Rings. Alors, au Mage, oui, ça m'étonne pas tant. Legend of Five Rings, plus déjà. Legend des 5 anneaux, je suis déjà un peu plus surpris. Donc, si jamais j'ai pas retrouvé le Bitume, j'ai une vieille version d'Animonde. Enfin, j'ai la version d'Animonde. Mais Bitume, j'arrive pas à le retrouver. Mais je suis à peu près certain que je l'avais. Mais je pense qu'il est dans... Ah oui, je crois savoir. Il doit être dans une des fours. Gros, le début du questionnement de l'implication du joueur dans la narration et le déroulement mécanique. Pardon, le déroulement mécanique de la partie de jeu de rôle. Dès lors, c'est ce qui m'a inventé. Oui, alors c'est vrai que l'implication du joueur dans la narration, c'est quelque chose qui a énormément évolué ces dernières années. Et c'est plutôt bien. Moi, je trouve vraiment l'idée d'avoir un truc où en fait Greg Pogorzelski le dit assez bien. Je veux dire, le jeu de rôle, c'est une conversation. Et c'est à partir du moment où quelqu'un dit un truc autour de la table et personne ne moufte, c'est vrai. Alors, système qui m'a à l'époque scotché, rétro-futur, pas de gif, que des mots, c'était assez novateur à l'époque. Alors effectivement, il y avait Château Falkenstein qui était un petit peu comme ça aussi, même s'il y avait des chiffres quand même. Alors par contre, rétro-futur, moi le truc qui m'avait tué, c'était la mise en page, avec toutes les colonnes inclinées, c'était absolument illisible. Je sais que j'avais essayé de le lire dans le TGV, et alors que je suis jamais malade en train, là j'avais été malade. J'avais été malade en essayant de lire rétro-futur, donc ça avait été assez catastrophique comme expérience, et en plus comme graphique, j'ai trouvé que c'était la fausse bonne idée du siècle. Je voyais très bien ce qu'il voulait faire par rapport à l'univers du jeu, et c'était juste illisible en fait. Monster Heart, ah oui, Monster Heart, Monster Heart propulsé par l'Apocalypse. Et oui, mais oui, Monster Heart est assez génial de ce point de vue-là. Ouais, il déteste ce jeu, je veux pas. Bah, en plus, oui, c'est. Alors, Monster Heart, en plus, je pense qu'il a il a vraiment ce côté clairement queer qui a eu aussi de parler, hein, bien évidemment. J'avais vraiment beaucoup aimé aussi la lecture de Monster Heart. C'est un des rares jeux de rôle dont j'ai parlé sur mon blog. Donc pour en venir à cette réécriture, pour le moment, alors j'ai travaillé avec vous, puisque vous étiez quand même là, sur 6 fichiers pour le moment, ce qui représente à peu près 150 000 caractères. Et encore sur ces 150 000 caractères, il y a à peu près 100 000 qui est les carnets de civilisation que j'ai justement corrigé et pas réécrit. Les autres, c'est vraiment de la pure réécriture. Je me suis aperçu en fait que essayer de corriger les fichiers de la version 3, ça comportait trop de poids d'héritage derrière, voilà, fallait mettre un droit d'héritage, et la seule manière dont j'arrivais à faire ça, c'était d'essayer de réécrire de tête les trucs de mon univers pour essayer de poser ça au propre. C'est d'ailleurs aussi ce que j'ai fait avec le chapitre des mécaniques de jeu. Le chapitre des mécaniques de jeu, à la base, c'est Antoine qui l'a écrit. Mais en fait, au lieu de le reprendre et de le réécrire à ma sauce, j'ai en fait écrit ce dont je me souvenais pour essayer de le synthétiser un maximum. Et ça a plutôt bien marché, parce que je l'ai montré à Antoine, il a trouvé que c'était une très bonne synthèse. Donc, si lui est content, moi je suis content aussi. Voilà. Donc le but aussi, c'est d'arriver donc à un livre de base qui ressemble plus à un livre de base comme celui de Itrasby ou celui de Freak Squill. Et maintenant que j'ai récupéré j'ai enfin récupéré un exemplaire de Freak Squill, donc je vais pouvoir vous le montrer, voilà. Donc
c'est un format qui est plus petit que le A4. Je crois que c'est du 17 par 26, quelque chose comme ça. Et puis, c'est, là, Freaksquill, il fait quoi? Moins de 200 pages. Voilà. Et l'idée, ça serait d'avoir un Erdorin 2300 qui fasse à peu près ce format, plus ou moins une vache, quoi. Mais un truc comme ça. Et donc, je crois que ça fait de l'ordre de 400 000 signes. Donc, là encore, mis en rapport avec le Tigre Volant 3e édition qui était 1,5 million. Donc, on est à presque un quart de la taille. À mon avis, c'est possible. Surtout parce qu'il y a énormément de trucs qui vont dégager. Les mécaniques de jeu à dégage, c'est hyper simplifié. Tout ce qui est équipement, ça va aussi passablement dégager. Vous avez vu un petit peu les réécritures au niveau de l'historique, au niveau des peuples, au niveau des cultures. Ça va être... Les textes tels qu'ils sont pour le moment sont pas finaux, largement pas. Il y aura des choses à rajouter, il y aura des choses à compléter, il y aura des choses à remettre en forme. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus concis par rapport à ce qu'était Tigre Volant 3e édition. Et je pense que je devrais pas avoir trop de problèmes à rester sur 400-500 000 signes à tout péter, mais plus proche de 400 000. Sachant que l'idée, c'est d'avoir aussi, comme pour Freaksquill, d'avoir un assez gros supplément dès le départ qui présente un contexte de jeu clé en main. Et donc l'idée, c'est de faire un truc qui est pirate, marchand, mercenaire, whatever, dans la frontière. Et de se lancer là-dessus, donc d'avoir l'idée que les personnages sont l'équipage d'un petit vaisseau façon Firefly et vont se balader et faire des choses débiles dans la galaxie. Enfin, dans la frontière, principalement. Alors, je vais revenir un petit peu sur le concept général de cet exercice de motivation qui a été ces directs. En fait, ça fonctionne. La preuve, j'ai écrit des trucs, ce qui est bien plus que ce que j'avais fait ces 5 dernières années. Donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt content du résultat. Après, l'exercice a ses limites. Je me suis aperçu souvent qu'il y avait des choses pour lesquelles j'avais du mal à me concentrer. Et puis, typiquement, il y a des trucs, je suis arrivé des fois à un moment, vous avez sans doute dû constater ça pendant les live streams, où je regardais le texte et je me disais non, mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans, ça va me prendre des plombes, il faut que je fasse ça au calme. Et assez typiquement, écrire des choses assez simples, assez rapides, sur l'inspiration, sur le moment, ça marche raisonnablement bien, mais je pense que typiquement, il va y falloir que je trouve des moments pour me poser et dire ok, là je vais réécrire ça au propre, je vais faire quelque chose vraiment de plus finalisé, de plus littéraire, de mettre un peu mon style, pas d'avoir des notes avec des bullet points façon rapport annuel, mais voilà, en soi ça fonctionne, mais soyons clairs, le côté interaction avec le public, c'est aussi le côté cool de ce truc-là. Et je crois que ça paraît pas comme ça, mais le fait d'avoir des gens qui réagissent à mes commentaires, à mes écritures, qui me relancent sur des trucs, ça m'a énormément aidé. Le fait de savoir déjà qu'il y avait des gens qui me regardaient écrire, ça me poussait à écrire, et ça aussi, ça a été un truc de motivation. Après, il y a aussi le fait que j'ai toujours du mal à me mettre à écrire en dehors de ces live streams. Je me soigne, j'essaie de me pousser à faire ça, mais assez clairement, il y a une question quand même de motivation qui n'est pas entièrement résolue. Ces live streams ont aidé, clairement, mais je suis pas encore là où j'aimerais être pour l'écriture. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, parce que là, quand même, Victor, Axel, vous étiez là depuis quasiment le début, donc est-ce que vous avez, vous, des remarques par rapport... est-ce que vous avez vu qu'il y a eu des évolutions, ou au contraire des choses où ça allait moins bien? Enfin bon, c'est quoi un petit peu votre point de vue sur cet aspect, sur ce côté exercice de motivation plus ou moins réussi?
Je vous laisse un petit peu de temps pour réagir. Pensant que je vais faire mon courrier. Non, je déconne. T'as pas entendu la question. Ah oui, bon, évidemment, AFK, faut mettre AFK bio dans le chat, comme ça les gens savent. J'ai l'impression que c'est quand même un peu une référence de vieux, non? Donc oui, ma question c'était, je parlais un petit peu de l'exercice de motivation, de comment ça a fonctionné, etc., de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné dans cet exercice d'écriture, dans cette question de motivation qui a me poussé à réécrire et d'interaction avec les trucs. Et la question c'était, vous qui avez regardé les streams, qui en avez regardé plusieurs, surtout Victor et toi, Axel. Après, je sais pas si Victor est encore là parce que visiblement il y a plus que 2 personnes sur YouTube. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez des remarques sur ce truc, sur cet aspect-là? Déjà, un petit peu le truc, c'est à l'origine, si quand vous avez entendu, tiens, il y a Alias qui fait Victor est là, ok. Parce que, curieusement, je vois que 2 spectateurs. Alors c'est peut-être moi qui suis pas compté, et c'est bien. Quand vous avez entendu, tiens, il y a tonton Alias qui vient faire de l'écriture sur un live stream, c'est quoi ce délire? C'était quoi un petit peu votre réaction? Est-ce que c'était c'est quoi le délire, ou on va voir ça peut être intéressant? Oui, ça vous a inspiré quoi? Parce que je suis pas sûr qu'on soit beaucoup à faire ce genre de truc. J'ai pas trop vérifié s'il y avait beaucoup d'auteurs qui faisaient ça sur Twitch. Faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs, que je regarde un petit peu s'il y a des auteurs qui se live stream en train d'écrire des trucs. Ça peut être assez intéressant pour voir comment eux ils font. En fait, car les remarques, tu les fais au fur et à mesure. Alors, t'es pas la plus grande fan du système de jeu, mais il fonctionne bien, bien pensé pour l'univers. J'aime bien, et franchement, venir t'aider, t'adores ça. Écoute, oui, c'est cool. C'est cool. Après, oui, ça, c'est clair que après le mécanique de jeu, on aime, on n'aime pas, voilà. Je pense quand même que le cœur de l'univers d'Erdorine, ça va être l'univers, ça va pas être les mécaniques de jeu. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien faire en sorte qu'elle soit le plus light possible, mais qu'elle soit quand même que ça t'a inspiré. D'accord, ok, cool. Ah, tu batailles encore sur la création de personnages de singularité. Ah oui, évidemment, sur ce genre de choses, oui. Donc tu vas aussi pouvoir reprendre des trucs et limer des numéros de série. En te demandant comment erdoriniser mon système de jeu. Après, ça serait marrant que t'aies une mécanique de jeu qui puisse faire une mécanisation alternative d'Erdorine. T'as bien aimé le concept de devoir penser ton univers au tamis, mais je préfère quand tu réécris complètement que quand tu taillais les anciens textes. Oui, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut que je fasse. Et je pense que typiquement les carnets de civilisation, il faut que je les reprenne avec ce même principe. C'est l'idée que tu as. Tant mieux. Tant mieux. De toute façon, voilà, moi, j'écris sous licence Creative Commons. De toute façon, on est dans le monde du jeu de rôle, donc de toute manière, à partir du moment où tu publies un truc, les gens vont le reprendre et faire ça à leur sauce, et c'est très bien comme ça. Et moi, en plus, je le dis de façon immédiate, licence Creative Commons. Tant que vous me citez, vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, c'est vraiment passer l'univers au tamis, c'est un assez bon truc. Puis là aussi que tu t'aperçois que de temps en temps il y a quand même tu sens le jeu qui a été écrit en 2000, quoi. C'est
ça pique un peu, quoi. Mais oui, après, ce qui est intéressant, c'est parce que c'est que des fois, il y a des trucs. Ah oui, alors typiquement, là, il y a quelque chose que j'avais rajouté dans les cultures. Alors, je vais juste y jeter un œil parce que c'était un truc. Là encore, c'était une réflexion de Mathias. C'était dans le chapitre des cultures. Voilà. Donc j'avais marqué. En fait, Thias faisait la remarque que ce qui l'agaçait un peu dans les univers de science-fiction, à savoir dans Erdorin, il l'a pas dit, mais c'était assez clair, c'était assez transparent que c'était là-dessus qu'il disait, c'est qu'on écoute toujours du rock et on est toujours habillé en jeans. Ça, par contre, je crois que cette balle, elle est pour toi, Axel. Et en fait, dans mon idée, je disais, voilà, les cultures européennes et américaines et soviétiques sont très marquées par la nostalgie. Ça explique pourquoi beaucoup d'éléments comme les arts ou la mode sont parfois directement calqués sur les modèles datant de l'ère préatomique. Et en comparaison, Copacabana et même la Fédération des Hautes-Terres sont des scènes culturelles beaucoup plus fécondes, même si dans le cas des Highlanders, la créativité est souvent mitigée par la pression des autorités, de l'art officiel, mais la scène de Underground révèle pas mal de surprises. Donc l'idée, c'est de dire, en plus déjà c'est assez présent dans les notes culturelles que j'ai sur les Européens et sur les Américains, ou les soviets aussi d'une certaine façon, mais les soviets déjà clairement, rien que dans le nom, on sait que c'est des gens qui vivent dans une forme de nostalgie. Puis les Américains, voilà, donc ils ont une sorte de roman national en grande partie fantasmé sur la base du milieu du XXe siècle, en gros entre les deuxième et troisième guerres mondiales, appelée aussi époque préatomique, culture qui repose sur une vision très positiviste du rêve américain, fait de méritocratie, de consumérisme avec grosses voitures, pavillons de banlieue et barbecue, et un culte des armes. Et t'as une armure anti-tiacisme, oui, t'as intérêt parce qu'il tire à balles réelles. Hein. Le fait que l'Amérique du Nord était frais, ouais, donc il y a ça. Et puis les Européens aussi. Alors les Européens, c'est un petit peu différent parce qu'eux, ils ont vraiment un truc, une sorte d'amour de l'histoire, de reconstruction, une vision presque sanctifiée de l'histoire. Donc pour moi, le fait que dans l'univers d'Erdorin, les Américains et les Européens s'habillent encore en jeans et écoutent encore du rock, oui, c'est normal. Mais c'est pas forcément les trucs qui vont être le plus mis en avant dans le reste de la sphère. Déjà clairement, si tu parles de musique terrienne aux Eldar, ils courent d'abord et réfléchissent ensuite, à part certains cas graves, mais assez clairement c'est vraiment pas leur truc. Il y a plus de rock dans Singularité. Alors ça, je pense que tu devrais réviser en tout cas mitiger parce que je peux te donner un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles il y aurait encore du rock dans Singularité. Mais voilà. Mais oui, l'idée qu'effectivement il y a encore des standards vieux de 300 ans, c'est parce que il y a en tout cas 2 nations sur Terre, voire deux cultures, voire 3, qui ont un côté très nostalgique, très passéiste, très roman national de leur culture. Mais justement, le fait de se poser cette question, même si c'est pour y répondre avec un chouïa de mauvaise foi, hein, soyons clairs, c'est pas totalement inintéressant. Ça permet justement de mitiger un certain nombre de choses. Alors, je pense que il y a ma vision des Highlanders qui a été beaucoup mitigée. Ce qui m'inquiète un peu d'ailleurs, parce que honnêtement, j'ai pas envie forcément que les Highlanders soient des gens super sympathiques, enfin, en tout cas, soient une nation super sympathique. Mais en fait, il y a plein d'éléments qui pour moi font que ça peut pas être une nation fasciste telle qu'on l'entend à l'heure actuelle façon Allemagne nazie. Ça peut juste pas. Le rock n'est plus du rock, mais on appellera ça du rock si on l'écoutait avec notre oreille. Oui. Après, je pense qu'il y a des trucs... tu vois, j'imaginais tout à fait que des gens se retrouvent dans une salle de bal à Vienne en 2300 et ils dansent au son de Nothing Else Matters, mais version orchestre symphonique, quoi. C'est... Les Highlanders ne peuvent pas être des nazis. Non, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Alors le mot lui-même, c'est pas possible de l'assumer, même s'ils en sont. Mais ils en sont même
pas réellement, parce que ils ont une vision, on va dire en guillemets raciale, qui est beaucoup plus large que celle des nazis n'a jamais été. Ils sont peut-être plus proches de l'Italie de Mussolini avant les années 40. Mais ouais, il y a, je pense qu'en fait le truc, c'est qu'il y a un côté public qui est très nazi, et il y a un côté privé qui est beaucoup plus libre. Et le fait aussi d'avoir intégré la notion de dissidence comme faisant partie de la culture. Après, il y a toujours un problème, ils ont toujours un gros problème avec les mutants, encore que c'est quelque chose qui évolue. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que personnellement, je peux pas en faire des grands méchants. Et j'ai aussi ce problème que j'ai pas envie d'avoir la vision de faire quelque chose de très positif avec une nation qui est grosso modo des gros fachos quoi. C'est compliqué. Et là on est vraiment danser sur le truc. Alors j'avais lu récemment un message d'un auteur de jeux de rôle, je crois que c'est Daniel Detwiller, qui avait coécrit le jeu Godlike, qui a été écrit dans les années 2000, je crois. Et Godlike, c'est un jeu une uchronie autour de la Deuxième Guerre mondiale, qui commence avec le fait que c'est un super-héros nazi qui va allumer la flamme olympique à Berlin en 1936. Et donc il y a tout un tas de super-héros qui apparaissent à gauche, à droite, et donc tu fais de la Deuxième Guerre mondiale avec des super-héros, mais avec un parti pris très réaliste, malgré le fait que c'est des super-héros. Il y a par exemple l'exemple d'un super-héros nazi qui peut provoquer des incendies et qui va en fait mourir étouffé, asphyxié dans l'incendie qu'il a provoqué lui-même. Et il disait qu'à un moment donné, le problème, c'est qu'il y avait des gens qui jouaient au jeu et qui avaient envie de jouer des nazis. Et lui, il disait non, vous ne jouez pas des nazis dans ce jeu, putain. Mais c'est impossible, en fait. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu publies le jeu, voilà, même si tu ne veux pas que les gens jouent X, Y ou Z, bah, tu vas quand même avoir des gens qui vont jouer X, Y ou Z parce que, soit parce que c'est leur kiff, soit parce que c'est des gros cons, parfois les deux. Mais tu n'y peux rien, à partir du moment où tu publies, voilà, c'est plus à toi. J'avais pensé à un ami d'origine russe qui m'expliquant comment les Russes percevaient l'URSS de l'intérieur après les années 70. C'est bien plus lancé qu'on peut l'imaginer de l'extérieur, mais de l'extérieur, c'était une putain de tyrannie quasi fasciste. Oui, et encore, je pense que dans les années 70, c'était largement moins pire qu'à l'époque stalinienne. Pour donner un nom au hasard. Voilà. Bon alors, j'ai un dernier truc à mentionner, à moins que vous ayez là encore des questions. C'est la question de qu'est-ce qu'on fait en 2026, enfin qu'est-ce que je fais en 2026, puis peut-être vous aussi. Tu vois les Highlanders comme ça? Oui, c'est possible. Alors après, il faudra un petit peu voir comment les choses se font, mais je vois que c'est pas forcément quelque chose que je connais très très bien. Là, j'ai mis dans ma wishlist de Noël Le Monde nazi de Johann Chapoutot, pour voir un petit peu des idées là-dessus. Puis là, récemment, je crois que je vous avais parlé d'un truc quand on était en train de réécrire les carnets de civilisation. Je vous avais parlé d'un bouquin qui s'appelait L'amour en commun, que je voulais lire pour justement faire un truc sur la sexualité, etc., etc. Et en fait, je suis en train de le lire et c'est absolument grandiose parce que t'as genre un chapitre qui parle sur le sexe, un chapitre qui parle de la famille et le reste qui parle de comment il faut détruire le capitalisme. C'est à mourir de rire quelque part. Il y a vraiment des trucs qui sont super intéressants dans ce bouquin. D'ailleurs, vous pouvez le trouver assez facilement. Je crois
qu'il est disponible sur Frama Books. Donc c'est un bouquin qui est en licence Creative Commons. Vous pouvez récupérer le EPUB. Il est vraiment, pour l'instant, j'en suis aux 2/3. Il est vraiment, vraiment très très sympa. Mais il y a vraiment des trucs qui sont, en fait, ça, c'est un petit peu le résumé. C'est si les gens sont hétérosexuels et monogames, c'est à cause du capitalisme. Ça a l'air con comme ça, mais c'est expliqué pourquoi. Donc vraiment, pour moi, c'était assez intéressant. Justement, c'est un truc qui collait assez bien avec ma vision des Eldar. Pourquoi est-ce que les Eldar, ils ont absolument aucun problème avec la bisexualité? Pourquoi ils sont pas du tout? C'est qu'en fait, ils ont jamais vraiment eu de système capitaliste. Donc voilà, c'est pas si con. Un peu, mais pas tant. Non, mais écoute, je l'explique comme ça, on voit quand même que les deux auteurs sont militants, clairement, c'est revendiqué dès le départ, mais c'est argumenté. Donc ouais. Chant de la Terre lointaine, oui, effectivement. Chant de la Terre lointaine, oui, encore Chant de la Terre lointaine, ça implique quand même que c'était des civilisations qui ont dû aussi se débarrasser d'un certain bagage. Ça s'est pas fait tout seul. Et pour les terriens, c'est pareil d'ailleurs. Hein. L'idée de savoir un petit peu comment les idées eldarines vont infuser dans la société terrienne, justement, au niveau justement de tout ce qui est sexualité, famille, etc. Ça va se faire, mais ça va se faire. Et curieusement, c'est là où en fait les terriens sont capables d'évoluer super vite. Et pour certains trucs sociaux, ça va être beaucoup plus long. Voilà. Alors 2026, qu'est-ce qu'on fait? Que faites-vous et habillé comment? Habillé, moi c'est toujours pareil. Hein, il va y avoir des t-shirts débiles comme d'habitude. Là j'ai un hoodie parce qu'il fait un peu frais dans la maison, mais bon, en même temps il fait un peu frais partout. Donc l'idée c'est un petit peu de continuer l'écriture. Alors, donc on va continuer ces live streams, mais je pense que à terme, il faudra que je réfléchisse un petit peu à comment structurer ce direct de façon un peu plus pertinente. Alors toi, tome 4 des Champs de l'Os, reprendre singularité. Bah oui. Alors moi j'ai ça, donc moi j'ai donc continué Erdorine 2300. Peut-être travailler sur la suite des romans. Là, je suis pas 100% sûr, parce que je suis pas certain que ça soit facile de le faire justement en écriture en direct. Là encore, je pense qu'il faudra que je jette un œil sur des streams d'auteurs s'il y en a. Je pense qu'il y en a, mais ça m'étonnerait que je sois le seul à avoir eu cette idée quand même. Et puis, cher Papa Noël, j'aimerais bien plus d'interaction. Ça signifie que j'aimerais déjà bien plus de gens qui viennent voir le stream. Mais c'est vrai que c'est un petit peu des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que si je le fais, c'est romancé en direct. Oui, ça. J'ai déjà des textes. Hein, j'ai déjà des textes sur Erdorine 2003, commencer sur Erdorine Chronique de l'Arbre Monde. Hein. Mais j'avais aussi un petit peu ce problème que Erdorine Chronique de l'Arbre Monde, donc la série de romans, je voulais pas les réécrire, mais les réorganiser les chapitres. Je suis maso, oui, mais je crois qu'on avait déjà déterminé la chose, et je vais dire que non, et je mourrai sur cette colline. Tout en sachant parfaitement que je suis de mauvaise foi, mais bon, en même temps, voilà. Mais oui, c'est une idée. Hein. Honnêtement, je suis pas certain que ça soit une bonne idée non plus. Hein. Faut être clair. Si ça se trouve, en fait, c'est complètement débile. Je vais jamais y arriver. Déjà, passer un certain nombre qui sont de trucs qui sont pas forcément des choses qu'on a envie de montrer sur Twitch, quoi. Encore que j'ai assez peu fait dans la pornographie pure et dure quand même. Hein. Même les scènes les plus hautes du roman sont assez facilement passées sous voile pudique. Je pars du principe que les gens ont suffisamment d'imagination pour savoir ce qui se passe. Quand t'écris, t'es dans ton monde, ton univers. Oui, moi aussi, mais j'ai peut-être plus de facilité
Faut que je fasse de la pub, bah j'essaye, mais le problème c'est que, alors typiquement, quand je fais des événements sur YouTube, sur Facebook, j'ai la possibilité d'inviter des gens et j'ai pas envie de bombarder sur tous mes followers. Ça me paraît. Après voilà, là typiquement, bah, ce stream, je l'ai annoncé sur Blue Sky, je l'ai annoncé sur les deux instances Mastodon que je suis, je l'ai annoncé sur Facebook. Ils sont aussi annoncés dans les trucs de une fois de temps en temps. Oui, bah c'est ce que j'ai fait là justement. Je vous avais envoyé d'ailleurs à vous trois à Mathias et toi des invitations exprès justement histoire d'espérer que vous soyez là. D'ailleurs c'était vraiment très cool que tu sois là. Je comptais un petit peu là-dessus. Parce que le truc c'est que je compte là-dessus parce que tu es une des personnes qui, hormis moi, connaît le mieux l'univers. Mathias pareil, même si vous avez les deux vos propres visions du truc, je pense qu'on se rejoint quand même à 90-95% du bazar, et donc ça permet justement d'avoir ces trucs de ping-pong. Elle n'y pouvait pas, elle bosse de main tôt. Oui, non, je comprends tout à fait, moi aussi je bosse de main tôt d'ailleurs, ça risque de piquer un peu. Là pour une fois cette semaine justement, comme j'ai ce chercheur qui vient au bureau, je bosse aujourd'hui et demain. Alors qu'en général je fais plutôt lundi, mardi, mercredi, et là justement j'ai été un petit peu obligé, mais bon après c'est pas tragique non plus. Voilà, et puis continuer un petit peu là-dedans, quoi. Après je pense qu'il y a des trucs qu'il faudrait que je commence à réfléchir, à mettre en forme. C'est les éléments qui sont pertinents au supplément, donc à côté la frontière, les mercenaires, les pirates et tout ça. T'es plus proche de ta vision d'Erdorine que Thias pour des raisons évidentes. Les différences sont pas si grosses. Non, et honnêtement, je pense avoir quand même pas mal mis d'eau dans mon vin par rapport à certaines des idées de Mathias qui sont vraiment pas mauvaises. Après, des fois, on diffère sur la manière de les appliquer. Et bon, ça c'est des choses, c'est des discussions à avoir un petit peu en interne. Parce que je trouve qu'il a vraiment des bonnes idées. Il a le chic pour mettre le doigt sur des trucs qui font mal, et c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que surtout à ce stade, je veux dire, s'il le fait quand le bouquin est publié, là je vais probablement couiner un peu, mais là je vais aussi couiner, mais en même temps on a encore des moments pour corriger ça. J'aurais juste mis 20 ans, j'aurais dit 30 voire 35, mais oui, probablement. Non, je pense effectivement 20-25 ans, c'est dans ces eaux-là. Comme quoi tout arrive, je veux dire, même les pires têtes de bois peuvent arriver à voir un peu la lumière. Quand on tape suffisamment fort, ça fait et la lumière finit par rentrer, j'imagine. Voilà. Bon, je crois qu'on va pas trop continuer là-dessus, il est déjà 10h15. Je rappelle comment tu as écrit TV3. C'est marrant, moi je me rappelle surtout qu'en fait TV3, je l'ai écrit en réécrivant TV2, principalement sur un laptop lors de voyages en train. C'est le truc principalement. Je dois avoir avoué que tu avais réussi l'exploit de te vexer. Oui, alors ça je dois avouer que je l'ai probablement complètement zappé. Je ne sais même plus pourquoi. Après, ça ne m'étonne pas. Je veux dire, je suis très très fort pour vexer les gens sans le vouloir. Mais oui. Mais là, je vois que je ne sais même plus sur quel truc. Les règles, oui. Toutes, oui. Mais encore.
Bon, honnêtement là, je sais pas. Je vois pas trop en quoi j'ai pu te vexer sur toutes les règles. À part le fait que t'aimes pas les mécaniques de TV3 et oui, bah voilà quoi. C'est tu m'avais proposé d'offrir une autre variante du kernel du système de jeu qui était le prototype Open Range. Ah oui, tout à fait. Et très honnêtement, je l'avais lu et ça ne m'avait pas intéressé. J'étais peut-être vexé pour ça, mais là, je pense que c'est, je reste sur mes positions sur le moment. En te demandant d'avoir un truc un peu plus player friendly. Oui, alors le truc, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est player friendly, qu'est-ce qui est... Parce que je crois que... j'ai lu beaucoup de critiques sur Tigre Volant 3, et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui disaient que le système n'était pas player friendly. Après, c'est clair que on était dans des mécaniques de jeu qui datent des années 80-90, mais je pense que ça restait quand même assez facile à appréhender. C'est pas comme au hasard les règles de Freaksquill, le jeu d'aventure, qui ont été écrites avec plus de 42 fièvres. Bon, pas tout, mais il y a eu des bouts où effectivement il y a des choses, quand tu les relis, tu dis oulala, il fumait quelque chose de pas frais. Et la réponse était oui, son système nerveux. Le final, les dernières phases d'écriture et de correction de Freaksquill se sont fait avec Antoine qui venait de passer sous le billard pour une opération à cœur ouvert et moi qui me remettais d'une épaule luxée. J'ai autant vous dire que faire des corrections avec une seule main, c'est pas super facile. Oui, bon, non, alors si tu veux, c'est vrai que les mécaniques de TV3 étaient classico-classiques. On est d'accord, à quelques petits détails près. Le coup des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, ça honnêtement, je crois que je l'ai pas vu ailleurs. Le coup des malus culturels aussi, enfin, il y avait pas mal. Bah maintenant, si le problème c'était que les règles de TV3 étaient trop années 80-90, oui, je sais, mais à l'époque, c'était ce que je kiffais. Voilà. Voilà, donc vous qui regardez cet épisode en direct ou en différé, vous avez appris plein de trucs sur la jeunesse de Tigre Volant. Tout ce que vous avez jamais voulu savoir sur la jeunesse de Tigre Volant sans jamais avoir osé le demander, parce que de toute façon vous en avez absolument rien à foutre, ce que je comprends parfaitement, c'est quelque chose qui intéresse très exactement 3 personnes ici, vu que c'est les 3 personnes qui sont en ligne sur le stream. Voilà, cela dit, je vais quand même bientôt clôturer ce direct. Quand je dis bientôt, c'est dans les prochaines minutes, parce que voilà, 22h20, moi j'ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ce truc. Les prochains lives, ça sera l'année prochaine. Je sais pas encore si je fais tout de suite un live, ça sera non, parce que ça sera le 1er janvier, donc non, ça sera clairement pas le 1er janvier. Ça sera peut-être le 8, encore que je suis pas sûr si ça sera pas un Erdorin donc Radio Erdorin plutôt stream musical le 8 et de refaire un truc le 15, on verra. De toute façon, je vous tiens au courant. Vous pouvez, vous voyez les horaires. Alors si jamais vous êtes sur YouTube, si vous êtes abonné sur YouTube, vous avez les horaires de stream que j'affiche assez régulièrement. Vous pouvez également les trouver sur le Discord. Alors si jamais, donc j'ai ouvert un Discord Radio Erdorin dans lequel il y a une section jeu de rôle. Donc si jamais vous venez voir des trucs, alors autrement il y a aussi le Discord de 2D sans face sur lequel on parle de temps en temps d'Erdorin. Donc vous pouvez venir là si vous avez des questions, si vous voulez voir des trucs, si vous voulez proposer des choses, n'hésitez pas à passer. Moi sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à tous d'être venus, merci à tous ceux qui vont regarder par la suite la rediff de cet épisode. Et puis donc à une prochaine, très bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2026. Allez, bonne soirée, bye bye.